Bonjour et bienvenue. Vous écoutez À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Je suis Audrey Boyer, naturopathe certifiée, et depuis 2023, je sillonne l'Occitanie avec mon micro pour interviewer des amoureux du vivant. Chaque mardi, je vous partage des conseils concrets et des rencontres inspirantes pour mieux prendre soin de vous et du monde qui nous entoure. Si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à le partager autour de vous. C'est une petite action pour vous, mais un grand soutien pour moi. Vous êtes prêts ? Alors, place à votre nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce 70e épisode d'À qui bat plat podcast, sans compter les 7 épisodes hors série qui sont sortis cet été. J'espère que vous allez bien en ce mois d'octobre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne quasiment tous et qui s'est insidieusement faufilé dans nos vies au fil des années, l'utilisation de notre téléphone portable et plus particulièrement des réseaux sociaux. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de vous parler de ce sujet hautement important et j'avais partagé quelques infos là-dessus sur Instagram justement il y a quelques temps et vous aviez été nombreux à avoir envie que je réalise un épisode là-dessus, alors c'est chose faite. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment fonctionnent les réseaux sociaux et l'impact que cela peut avoir sur notre bien-être au quotidien. Je vous donnerai également quelques conseils à la fin de cet épisode que j'ai pu tester, que j'ai pu mettre en pratique pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pour démarrer, vous le savez, j'aime bien commencer par remettre les choses dans leur contexte et j'adore aller regarder des études ou des sondages qui ont été faits parce que ça permet de prendre un peu la température sur le sujet. Et avant de dévoiler quelques chiffres, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà regardé combien de temps vous passez chaque jour sur votre téléphone ? Et est-ce que ça se quantifie plutôt en minutes ou en heures ? Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à le faire, juste comme ça, par curiosité. Il vous suffit d'aller dans les paramètres de votre téléphone, ou parfois il y a une application dédiée qui s'appelle par exemple Bien-être numérique, et ça permet de voir combien de temps on passe chaque jour sur le téléphone, et surtout quelles sont les applications que l'on utilise le plus. Et c'est souvent sur les réseaux sociaux que l'on passe le plus de temps. Par exemple, je me suis rendu compte il y a quelques mois que je pouvais passer jusqu'à 1h30 par jour sur Instagram. 1h30 par jour, c'est absolument fou. Alors que disent les différents sondages et études qui ont été réalisés là-dessus ? D'après le baromètre du numérique de 2025, en dehors des heures de travail, donc uniquement pour les loisirs et le temps de repos, 4 Français sur 10 passent plus de 3 heures par jour sur leur téléphone. Pour 2 Français sur 10, cela passe à plus de 5 heures. Et parmi les 12-17 ans, un ado sur 2 utilise son téléphone pour les loisirs plus de 5 heures par jour. Et parmi ce temps passé sur le téléphone, eh bien 1h48 en moyenne serait consacré aux réseaux sociaux. Nous serions également 8 Français sur 10 à être adeptes du scroll. C'est quoi le scroll pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh bien c'est tout simplement le fait de faire défiler du contenu à l'infini sur son téléphone, c'est-à-dire voir quelques secondes d'une vidéo et hop, d'un glissement de doigts, passer à une vidéo suivante et une autre et encore une autre. Et c'est des vidéos en plus souvent sans aucun rapport les unes des autres. On peut avoir une recette de cuisine, un chat et un chien qui sont en train de se câliner, un discours d'un homme politique, un bout de reportage sur les fins de mois difficiles des Français, ou encore une influenceuse qui se maquille face à la caméra. Donc ça n'a ni queue ni tête. Et je sais pas vous, mais personnellement, sortir d'une session de scroll, c'est très difficile. C'est un petit peu comme si le cerveau n'arrivait pas à se décoller de l'écran. Et on va voir justement ensemble aujourd'hui pourquoi c'est si difficile et finalement voir que c'est pas de notre faute entre guillemets si on a du mal à sortir de ça, à sortir des réseaux sociaux, etc. C'est que tout simplement ça a été designé, ça a été conçu pour. Alors comment fonctionnent les réseaux sociaux et pourquoi justement c'est à ce point addictif pour notre cerveau ? Je vous emmène plus de 20 ans en arrière. En 2004 exactement, avec la naissance de Facebook créé par Mark Zuckerberg. Alors tout le monde connaît Facebook, c'est le premier réseau social à voir le jour. Alors il y en a eu d'autres, mais en tout cas c'est le premier à avoir eu autant de succès et à perdurer dans le temps. À l'époque, en 2004, j'avais 10 ans. Et je me souviens quand j'étais au collège, quelques années après, de cette révolution que c'était de pouvoir partager en temps réel avec les copains, les copines, poster des photos, des statuts pour raconter nos vies.
Et aussi, petit aparté de MSN, je ne sais pas si vous vous rappelez de MSN, mais si vous avez la trentaine comme moi, vous devez vous en souvenir de cette messagerie instantanée absolument incroyable, avec les premiers émoticônes, les whiz, et j'en passe. Voilà, c'était le petit moment nostalgie, parce que vraiment, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 20 ans. C'est absolument incroyable comme le temps passe vite. Donc voilà, trêve de nostalgie, revenons-en maintenant au sujet des réseaux sociaux, et surtout de comment fonctionnent les réseaux sociaux. Alors à la base, Facebook a été créé avec pour objectif de mettre en lien les étudiants du campus d'Harvard. Et puis petit à petit, la plateforme s'est étendue à d'autres campus, d'autres pays. Il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été pensées et créées, comme le fil d'actualité, les j'aime, la messagerie, etc. Et aujourd'hui, on a des versions très abouties des réseaux sociaux qui ne nous permettent pas seulement de rester en lien les uns avec les autres, mais également et surtout de consommer du contenu. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde est sur au moins un réseau social. Et l'objectif des plateformes de réseaux sociaux, c'est de nous faire rester le plus longtemps possible connectés. Et pourquoi ça ? Eh bien parce que ça leur fait gagner de l'argent, tout simplement. On est toujours dans les mêmes problématiques, c'est toujours l'argent qui est un petit peu au cœur de tout. Donc plus on reste sur Instagram par exemple, et plus on va être susceptible de voir du contenu sponsorisé, des publicités, etc. Donc en fait, entre guillemets, les réseaux sociaux ne sont pas gratuits, puisque ce qui est monétisé derrière, c'est notre temps, et plus particulièrement notre attention. Et on reviendra sur cette notion tout à l'heure. Pour comprendre pourquoi les réseaux sociaux sont addictifs, il faut comprendre comment fonctionne notre cerveau. Et ça, c'est très bien expliqué dans le documentaire qui s'appelle Dopamine, comment les applis piègent notre cerveau, disponible sur Arte. Je vous mets le lien des ressources que j'ai consultées pour cet épisode dans la description. Et en fait, dans ce documentaire, on apprend que lorsqu'on reçoit une récompense, ou même lorsqu'on anticipe une récompense que l'on va recevoir, par exemple un cadeau pour notre anniversaire, notre cerveau, il va libérer de la dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur, c'est une molécule produite par certains de nos neurones. Elle est aussi appelée la molécule du plaisir, et elle permet de réguler la motivation, l'humeur, etc. Et donc pourquoi on parle de la dopamine ? Eh bien parce que les concepteurs d'applications, ils se sont basés sur ce mécanisme pour nous pousser à toujours revenir sur notre téléphone. Et comment ils ont fait pour qu'on sécrète de la dopamine et qu'on ait envie de revenir sur notre téléphone en permanence ? Eh bien ils ont mis en place ce que Mark Zuckerberg avait déjà créé via Facebook, c'est-à-dire les fameux likes, les j'aime, les notifications, etc. Tout un tas finalement de stimulations qui peuvent être vues comme des récompenses et qui vont nous pousser à revenir encore et encore sur l'application pour avoir un shot de dopamine. Parce que, trop cool, Margot a mis un like sur ma photo de vacances, ou trop génial, Baptiste a commenté sous ma photo de profil. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on se sent quand on reçoit une notification et quelque chose de positif. Forcément, en fait, ça nous donne envie de revenir sur la plateforme pour recevoir de nouveau ce petit shot de dopamine. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, toutes les applications fonctionnent comme ça. Que ce soit les réseaux sociaux évidemment, donc Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, etc. Mais aussi les applis de rencontres, si vous les avez utilisées, comme par exemple Tinder, Mythic, Fruits, etc. fonctionnent beaucoup avec cette idée de recevoir en permanence des notifications pour dire que un tel a matché avec vous, etc. Et même Vinted, Le Bon Coin, tout ça, des plateformes pour vendre des choses, qui vont aussi nous envoyer des notifications quand, par exemple, quelqu'un a ajouté notre article à vendre en favori. Et en fait, tout ça, toutes ces applications, ça va nous pousser constamment à consulter notre téléphone pour voir ce qui se cache derrière la notification. Et c'est également imprévisible parce que parfois ça va être positif et intéressant et parfois pas. Et c'est aussi ce côté imprévisible qui va renforcer notre addiction aux réseaux sociaux et aux autres applications. Donc ça, c'est pour la théorie. Mais qu'en est-il dans la pratique ? Parce qu'à première vue, on pourrait se dire c'est plutôt positif l'impact des réseaux sociaux sur notre vie, puisque ça va nous faire sécréter de la dopamine, qui est cette fameuse molécule du plaisir, donc c'est plutôt agréable d'avoir du plaisir comme ça tout au long de sa journée. Mais donc on pourrait se dire que le fait d'utiliser des applications et des réseaux sociaux, ça devrait nous rendre plus heureux. Pareil, avec les réseaux sociaux, on peut apprendre tout un tas de choses, on peut rester en lien avec de la famille, des amis qui habitent loin, se tenir au courant de l'actualité, voir des artistes créer dans leurs ateliers, etc.
Et j'en profite ici pour dire que je ne suis pas du tout anti-réseaux sociaux, hein. Moi-même je les utilise au quotidien depuis de nombreuses années, voire des décennies. Donc voilà, je ne suis pas du tout anti-réseaux sociaux, mais simplement j'essaye ici de démêler un peu tout ça et de comprendre ce qui se joue derrière nos écrans de téléphone. Donc à première vue, les applications et réseaux sociaux devraient être bénéfiques pour notre bien-être. Et à certains égards, ils le sont. Mais on sait aujourd'hui que l'usage intensif, entre guillemets, des réseaux sociaux, ça peut avoir des impacts négatifs sur notre bien-être. Et quand je dis intensif, je pense que c'est aussi propre à chacun de définir sa limite quant à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc c'est quoi un peu les impacts négatifs de l'utilisation des réseaux sociaux sur notre bien-être ? Par exemple, la première chose que je voulais partager, c'est que notre capacité d'attention a considérablement chuté. Et il y a plusieurs personnes qui ont fait des recherches là-dessus. Pour en citer deux, on a par exemple le journaliste Bruno Patino qui a publié en 2019 un ouvrage intitulé « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention ». C'est un livre que je vous encourage à lire, où il explique comment nous sommes devenus malgré nous des objets d'attention. Et ça, j'en parlais tout à l'heure au début de l'épisode, cette idée que finalement, en fait, même si l'utilisation des réseaux sociaux était gratuite, eh bien en fait, ce qui était monétisé, entre guillemets, c'était notre attention. Et il y a un passage dans ce livre où il compare la durée maximale de l'attention d'un poisson rouge, qui est de 8 secondes, à une personne née dans les années 2000 qui a grandi avec les écrans, et tenez-vous bien, elle serait de 9 secondes. 9 secondes à peine d'attention aujourd'hui. Donc ça illustre bien le fait que notre capacité d'attention a aujourd'hui considérablement chuté, puisqu'il y a encore quelques décennies en arrière, on était évidemment à bien plus de 9 secondes d'attention. Et il y a un autre auteur qui parle de ce phénomène également, il s'agit de Johan Hari. Il a publié en 2024 un ouvrage intitulé « On vous vole votre attention ». Et dans une interview, il est interviewé à propos de ce livre, il explique qu'il s'est interrogé, lui, parce qu'il a vu qu'il n'était plus capable de regarder un film pendant 1h30 sans consulter son téléphone, ou même de lire plusieurs pages d'un livre d'affilée, parce que en fait, il était incapable de se concentrer, de garder son attention sur quelque chose, et donc il allait passer du temps sur son téléphone, parce que son cerveau en fait n'était pas assez activé. Et à partir de ce moment-là, quand il s'est rendu compte de ça, il est parti à travers le monde interroger 250 experts de l'attention. Et sa conclusion dans cet ouvrage, c'est que finalement, c'est pas notre attention qui s'est détériorée, mais c'est que notre attention, elle nous a été volée par les applications et les réseaux sociaux. Et il donne un chiffre qui est absolument frappant sur cette idée d'attention, c'est que si on est interrompu dans ce qu'on fait, même quelques secondes, par exemple, là je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast, imaginons que j'ai mon téléphone à côté de moi et que je reçois une notification, et bien en moyenne, je vais mettre 23 minutes pour revenir au niveau de concentration où j'étais avant. Donc c'est absolument colossal. Et ce qu'il explique aussi, c'est que 23 minutes, en fait, dans les 23 minutes, on peut de nouveau recevoir une notification, de nouveau regarder son téléphone. Donc en fait, c'est sans fin. Et on perd vraiment en capacité d'attention, en capacité de concentration. Donc ça, c'est le premier impact négatif de l'usage des réseaux sociaux sur notre bien-être, c'est que notre capacité d'attention, elle a chuté, elle a baissé. Et donc petit à petit, le fait de passer d'une tâche à l'autre en permanence, d'être notifié, d'être stimulé en permanence, ça va finalement venir épuiser notre système nerveux. Et le second effet secondaire de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est la comparaison. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand je dis comparaison ? C'est que par exemple sur TikTok ou sur Instagram, on peut être confronté à des influenceurs en tout genre qui partagent leur vie entre guillemets parfaite. Et comme l'humain c'est un être social, ça peut nous pousser à vouloir leur ressembler, à vouloir toujours plus, à ne pas se satisfaire de ce que l'on a. Et donc à se sentir inférieur, dévalorisé, à perdre en estime de soi. C'est une tendance que l'on remarque notamment chez les adolescents. Dans le documentaire dont je vous parlais tout à l'heure qui est disponible sur Arte, on voit que la santé mentale des ados est particulièrement impactée par l'usage des réseaux sociaux. Et qu'après avoir utilisé Instagram, il y a un pourcentage élevé de jeunes qui se sentent moins bien. Et ils expliquent aussi que c'est un usage passif
typiquement le scroll dont on parlait en début d'épisode, qui est plus problématique qu'un usage actif, c'est-à-dire commenter, publier. En fait, ça va être plus négatif pour notre cerveau et pour notre bien-être de scroller comme ça, de regarder des vidéos et des vidéos et des vidéos pendant des minutes, voire des heures, plutôt que d'avoir un usage vraiment où la personne est active et où elle va commenter, elle va publier, elle va repartager, parce que voilà, ça la rend actrice aussi de ce moment-là quand elle est sur les réseaux sociaux. Et là, j'en profite pour faire un petit aparté pour tous les entrepreneurs, parce que je sais qu'il y en a parmi les auditeurs et auditrices de ce podcast. J'ai envie de dire que quand on est entrepreneur et donc qu'on communique sur notre activité pro via les réseaux sociaux, c'est encore plus marqué en fait ce phénomène de comparaison. En tant que naturo par exemple, je suis énormément de comptes d'autres naturopathes. Déjà de 1 parce qu'il y en a beaucoup qui étaient dans ma formation de naturo et donc ça permet de garder le contact, et de 2 parce qu'il y a des naturos que je ne connais pas personnellement mais qui sont inspirants. Et le fait de suivre d'autres personnes qui sont dans la même thématique et qui font un petit peu le même métier, ça conduit souvent à des comparaisons, même des comparaisons parfois inconscientes en fait. Et ça peut être très malsain parce que parfois on peut se sentir dévalorisé, on peut se dire le fait de se comparer, de se dire forcément il y a toujours des gens qui font mieux que nous, ou on a l'impression entre guillemets qu'ils font mieux que nous. Alors que finalement, chacun suit son propre chemin et que heureusement, on ne se ressemble pas tous. Mais ça peut créer vraiment une fatigue, un épuisement de devoir poster, être visible, créer du contenu, et en plus de ça, voir ce que font les autres et se comparer. Et c'est notamment à cause de ça que j'ai arrêté de publier du contenu sur Instagram en janvier 2025, parce que je prenais plus de plaisir à réaliser des posts et des réels, alors que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, ça m'avait vraiment animée. Donc là, depuis plus de 10 mois, je publie uniquement des informations sur Instagram liées au podcast, et ça me va très bien. Et puis il y a aussi cette idée que la naturopathie, c'est pas des recettes toutes faites pour telle ou telle problématique. Et ça, on en parlait avec mes copines de naturo il y a quelques jours. Avec mes copines de naturo, on fait chaque mois une mastermind pour discuter un petit peu de nos pratiques. Et on a discuté de ce sujet la dernière fois. Où nous, on ne se retrouve pas du tout dans cette mouvance de partager des tips, des astuces sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas notre philosophie d'accompagnement naturo. Pour nous, un accompagnement, c'est sur du temps long, et ça correspond aux besoins en fait de la personne, c'est individualisé. Donc le fait de faire des conseils génériques un petit peu comme ça, à tout bout de champ, et de partager ça sur Instagram, c'est pas vraiment notre philosophie. Et on était toutes les trois d'accord sur ce point-là en tout cas. Donc pour résumer, les réseaux sociaux peuvent avoir plusieurs impacts négatifs sur notre bien-être. J'ai parlé en premier lieu de la capacité d'attention qui a considérablement chuté et qui fragilise aussi notre système nerveux, qui va le fatiguer. Et puis le deuxième effet secondaire, c'est également le fait de se comparer et de se dévaloriser et finalement de ne pas être heureux de notre vie parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours mieux ailleurs et que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour reprendre le pouvoir ? Puisqu'on l'a vu, par nature, les réseaux sociaux, ils ont été conçus pour nous voler notre attention. Or, notre attention, c'est un peu notre super pouvoir, parce qu'on peut décider à qui et à quoi on donne notre attention au quotidien. Et pour conclure cet épisode, j'avais envie de vous partager toutes les petites choses que j'ai testées dans mon quotidien pour passer moins de temps sur mon téléphone et notamment sur les réseaux sociaux. Alors c'est pas une liste exhaustive, il y a sûrement plein d'autres choses à tester. Et d'ailleurs si vous avez mis en place des choses, n'hésitez pas à les partager en commentaire de cet épisode si vous écoutez sur YouTube. Ça peut intéresser d'autres personnes ou bien à me contacter directement pour qu'on puisse en discuter. Moi je suis toujours preneuse de discussions avec les auditeurs et auditrices du podcast parce que c'est toujours très très riche en enseignement. Alors quand je me suis rendu compte que je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, surtout parce que comme je vous disais, je suis entrepreneur, donc les réseaux sociaux sont surtout un outil pour communiquer et non quelque chose que j'utilise pour les loisirs, j'ai décidé de mettre en place 4 choses. La première chose que j'ai mise en place, c'est d'enlever les notifications des réseaux sociaux et même des mails sur mon téléphone pour ne plus être dérangée plusieurs fois par jour, voire plusieurs fois par heure, et rester concentrée sur ce que je fais. Avant ça, en fait, je pouvais recevoir des notifications dès que quelqu'un aimait ma story ou m'envoyait un message sur Instagram. Et en fait, c'était vraiment pénible d'être constamment poussée à aller voir ce qui se passait. Donc, j'ai décidé d'enlever les notifications pour les réseaux sociaux
et les mails. Et c'est moi qui décide quand je vais sur Instagram, quand je vais sur ma boîte mail. Donc ça permet vraiment de ne pas être dérangé en permanence et de ne pas avoir cette tentation d'aller voir ce qui se passe sur les différentes applications. Et j'ai fait ça aussi pour tous les groupes Messenger, WhatsApp, vous savez, les groupes d'amis ou de famille, où il y a parfois 40 notifications dans la journée. En fait, je me dis, c'est pas possible de recevoir 40 notifications dans la journée de discussions, etc. Donc ça, c'est pareil, j'ai plus de notifications et j'y vais quand j'en ai envie. Je ne reçois plus de notifications pour ça. La deuxième chose que j'ai mise en place, c'est de bloquer l'accès aux applications après un certain temps. Par exemple, sur Instagram, il y a un réglage qui permet de définir combien de temps maximum par jour on veut passer sur l'application. Donc moi j'ai choisi 30 minutes par jour et en fait quand ça fait plus de 30 minutes que je suis sur l'application dans la journée, eh bien j'ai un écran noir qui s'affiche et qui me dit vous avez passé 30 minutes sur Instagram. Et après je peux choisir soit de fermer l'application, soit d'ignorer le message. Donc on est d'accord que c'est pas quelque chose de très contraignant, puisqu'on peut très bien dire ben non c'est bon, je reste sur l'application, mais ça permet quand même de prendre conscience que ça fait autant de temps qu'on est sur les réseaux sociaux, parce que souvent en fait, moi je m'en rendais pas compte que ça faisait déjà 30 minutes que j'étais sur Instagram. 30 minutes ça passe très vite. Donc je sais pas si vous avez déjà fait le test de mettre ce réglage en place, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est assez incroyable, je trouve, de voir qu'on a déjà passé autant de temps sur l'application. Donc c'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment une aide pour prendre conscience de ça et modifier son comportement. Parce que quand je vois ce message, en général, je me dis bon, ok, stop, je passe à autre chose, ça fait déjà 30 minutes, c'est déjà bien assez pour la journée. La troisième chose que j'ai mise en place, c'est de faire des journées sans réseaux sociaux. J'ai pris l'habitude de couper les réseaux sociaux dès que je suis en congé. Et même des fois quand je ne suis pas en période de congé mais juste que j'ai envie de faire une pause. Et ça me permet vraiment de recharger les batteries, de ne pas être dérangée. Ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant et c'est vraiment hyper appréciable. Je vous invite à tester si vous ne l'avez jamais fait. Et j'ai commencé à faire ça lors de ma première retraite dans une abbaye en 2023. Une retraite qui avait duré une semaine. Et d'ailleurs, si mon retour d'expérience sur ce sujet vous intéresse, j'ai enregistré un épisode là-dessus. C'est l'épisode numéro 14, donc il date un petit peu, il est toujours en ligne. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Et pendant cette retraite, j'en avais profité pour mettre mon téléphone en mode avion pendant toute la semaine. Et c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Et je me suis rendu compte que j'avais 28-29 ans, que je n'avais jamais coupé mon téléphone pendant une semaine. Donc c'était vraiment la première fois, donc ça faisait un petit peu bizarre au début. Et en fait, j'ai vraiment adoré cette digital detox, comme on l'appelle maintenant. Le fait de couper son téléphone. Voilà, c'est vraiment une sensation au début qui est très bizarre, mais en fait après on se dit waouh, c'est fou tout le temps que j'ai dans la journée en fait quand je ne suis pas sur mon téléphone pendant plusieurs heures par jour. Voilà, je vous invite à faire le test si vous ne l'avez jamais fait. C'est vraiment très très chouette et vous pouvez commencer par une journée déjà pour commencer, vous n'êtes pas obligé de démarrer par une semaine. Voilà. Et la dernière chose que j'ai mise en place également pour passer moins de temps sur mon téléphone, en fait c'est un peu mon rituel, à chaque fois que je vais me balader dans la nature, je mets mon téléphone en mode avion. Parce que c'est un moment où je ne suis pas disponible, où je me recharge et j'ai envie de profiter du moment présent. Donc dans ces moments-là, je décide de mettre mon téléphone en mode avion, donc ça va être le temps de la balade, ça peut être 1 heure comme 3-4 heures, en fait ça dépend du moment où je suis dans la nature. Ça me permet aussi d'avoir mon téléphone pour prendre des photos et puis pour rappeler si jamais il se passe quelque chose, donc ça permet de ne pas être complètement, de ne pas se dire je le prends pas du tout, là je l'ai, mais simplement il est en mode avion, donc je ne reçois pas les appels, je ne reçois pas les notifications, etc. etc. Et j'essaie aussi de laisser mon téléphone dans mon sac le plus possible quand je suis avec des amis ou de la famille pour pas être tentée de consulter mon téléphone et de pouvoir profiter au maximum de ces moments. C'est vrai que quand on est des fois au restaurant, je sais pas si ça vous est arrivé de voir un petit peu ce qui se passe, on voit souvent des personnes en groupe ou quoi qui parfois sont sur leur téléphone, chacun de leur côté ou se parlent pas forcément. Et je me dis c'est quand même dommage d'être face à face avec une ou plusieurs personnes et finalement d'être en train de regarder son téléphone alors qu'on pourrait le faire après ou ne pas le faire du tout.
Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai mis en place et qui me permet de profiter beaucoup plus du moment présent. Donc pour résumer, les 4 choses que j'ai mises en place pour passer moins de temps sur les réseaux sociaux, c'est d'enlever les notifications des réseaux sociaux et des mails, bloquer l'accès aux applications après un certain temps, faire des journées sans réseaux sociaux et se mettre en mode avion à certains moments ou laisser le téléphone dans son sac. Et voilà, c'est pas exhaustif, il y a plein d'autres choses à mettre en place. En discutant avec une de mes sœurs qui a 9 ans de moins que moi, qui fait donc partie de cette génération née avec les écrans, elle me disait que beaucoup de ses amis avaient mis leur téléphone en mode noir et blanc parce que ça permet de moins rester sur le téléphone vu qu'il n'y avait pas cette attraction des couleurs. En fait, notre cerveau, il est moins alerté par du noir et blanc que par des couleurs roses et oranges d'Instagram, par exemple. Donc ça aussi, même les logos, même la couleur du logo d'Instagram, elle a été designée, elle a été conçue pour ça. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à tester pour passer moins de temps sur son téléphone si vous avez l'impression que voilà, c'est quelque chose qui prend trop de place dans votre vie. Donc il y a des choses à tester et l'idée c'est de trouver ce qui vous convient et ce qui vous fait du bien. Si vous avez testé des trucs et astuces que je n'ai pas mentionnés, je vous invite vraiment à m'écrire pour me les partager parce que c'est toujours très inspirant et très riche de partager tout ça ensemble. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet, notamment sur l'arrivée de ChatGPT qui va encore probablement considérablement révolutionner nos vies d'ici les prochaines années. Mais en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec un invité passionnant que j'ai eu la chance de rencontrer à côté de Toulouse. On va parler de lactofermentation. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à mardi prochain. Prenez soin de vous. C'était À qui bat plat, le podcast qui porte la voix des passionnés du vivant en Occitanie. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de faire connaître le podcast. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toutes les actualités. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.